Durant des années, le docteur Pralinus travailla à concrétiser son grand projet, le pralinol, un carburant révolutionnaire fonctionnant grâce à la QQ énergie libérée lors de la dissection de niaiserie. Plus la niaiserie se paie la tête de son public en remplaçant la qualité par des paillettes et des trucs mignons, et plus la QQ énergie est puissante et le pralinol abondant. Le docteur mit donc au point un vaisseau fonctionnant à l'aide de cette QQ énergie, le vaginarium. Mais hélas, sa sœur, la terrible Mérule, avec laquelle le docteur avait jusque-là travaillé main dans la main, décida de s'accaparer le mérite de cette invention et voulut dérober son vaisseau à sa sœur. Fort heureusement, le docteur réussit à s'échapper dans l'espace à bord du vaginarium et accompagné de ses fidèles assistantes. Mais la Mérule ne se laissa pas abattre et convainquit les forces de l'ordre de la culpabilité de sa sœur qu'elle poursuit dorénavant à travers l'univers. Pralinus parviendra-t-elle à lui échapper cette fois encore ? Bonsoir et bienvenue dans le Journal Galactique. Au sommaire de notre édition ce soir, une course-poursuite qui s'achève, une crise économique qui bat de l'aile et bien entendu notre sélection de LOL4 du mois. Après des mois de course-poursuite à travers l'espace et alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la zone intergalactique, le Vaginarium a finalement été intercepté par la Mérule qui a enfin pu récupérer son invention. Elle la présentera au monde la semaine prochaine. Cette démonstration sera bien entendu retransmise en direct dans toute la galaxie. Quant à Pralinus, elle court toujours et vous êtes invités à nous contacter au numéro vert qui s'affiche en ce moment en bas de l'écran si par malheur vous étiez amené à la croiser. J'ai bien réfléchi et je crois que la mésentente entre la Mérule et le docteur est due à un malentendu. Il faut qu'on ramène le docteur ici pour arranger ça. Comment ça, un malentendu ? C'est bien simple. L'économie qui faisait rage en cette verte planète perd du terrain grâce au succès retentissant de l'industrie des pistons à Python. Reportage avec Charles Delamalle. Oui, merci Fernande, je me trouve actuellement sur la grande place de Momorax, la capitale de la planète Jeanne Morax, connue pour son paradis des libertés sexuelles où les tabous... Oui, maintenant que tu l'as expliqué, ça semble logique. Ceci dit, es-tu certaine que le docteur est encore en vie ? Je veux dire, elle est tombée dans l'espace avec pour seule protection un manteau en synthétique. Je le saurais dans mon cœur si elle était morte. Je sais au plus profond de moi qu'elle est en vie. Eh bah, c'est convaincant. Il faut qu'on ramène le docteur. Et pour ça, QI0, il faut que tu ailles dans le vaisseau de la Mérule et que tu trafiques son téléporteur pour qu'il fonctionne comme dans Star Trek. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'il fonctionne sans être limité à un trajet d'un téléporteur à un autre, mais qu'on puisse programmer les déplacements à partir de coordonnées. Oh, ça me semble très simple. Pendant ce temps, nous tâcherons de gagner du temps auprès de la Mérule en lui faisant perdre le sien. Ah! Oui, humour nul, réaction au stress, tout ça. En attendant, QI0 file et fais attention à l'assistant de la Mérule qui garde son vaisseau. Cet assistant, d'ailleurs, il me rappelle étrangement quelqu'un, je crois. Malheureusement incapable de rembourser le prêt après notamment des récoltes désastreuses de mamelons, le fruit emblématique de la planète qui figure sur son drapeau. Le gouvernement de Jeanne Morax a mis en place une politique d'austérité qui mécontenta si bien les habitants qu'il les mena à une guerre civile. Assez de distractions, cher sous-fifre. Il s'agit à présent d'être efficace pour préparer la grande dissection publique qui se tiendra dans une semaine. Je compte sur vous à présent pour me trouver la niaiserie la plus idiote, la plus cheap, la plus cucu, bref, la plus à même de produire du pralinol que vous connaissiez. Mais attention, sans risquer l'overdose, il ne faudrait pas que ça vire à l'explosion comme avec Barbie. Ah! Qui l'autre sait de quoi je parle. Bref, d'après mes calculs, le genre qui serait le plus à même de nous convenir, c'est les Magical Girls. Alors, allez-y, trouvez-moi quelque chose de ce style. Tout comme elle a dit. D'accord. Je sais. Et pourquoi pas Princesse Tutu? Princesse et Tutu dans un même titre. Ça me semble prometteur. Dites-moi en plus, ma petite Rosemonde. J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Princesse et bijoux dans un même titre. Voilà qui nous annonce une belle dissection. Donc, Princesse Tutu sortie en 2002 est l'histoire d'une jeune fille Aïru qui est élève dans une école de danse fréquentée par des humains et des animaux anthropomorphes. Elle est secrètement amoureuse de Muto, un garçon rendu complètement amorphe par la perte de
de son cœur dispersé en fragments qu'Aïru tâchera de retrouver en dépit de l'opposition de Fakir, mais surtout de Roux, qui, amoureuse de Muto, craint qu'il ne lui retourne pas ses sentiments une fois qu'il aura recouvré son cœur et ses émotions. Parce qu'en fait, j'ai mal résumé. Princesse Tutu commence avec Drosselmayer, un écrivain capable d'amener ses histoires à la vie. Hélas, cet écrivain est mort avant d'achever son histoire, Le Prince et le Corbeau. Le dit corbeau s'est échappé de l'histoire, poursuivi par le prince Muto, qui, afin de stopper cette créature malfaisante, a sacrifié son cœur, ce qui lui a fait perdre la mémoire et la faculté de ressentir des émotions. Mais donc, Drosselmayer, maintenant un fantôme, décide d'achever son histoire et charge un canard de le faire, lui donnant la capacité de se changer en humaine, Aïlu, et même plus en princesse Tutu, un personnage de son histoire au rôle mineur et qui est condamné à n'être jamais aimé par Muto. Si Aïlu se déclarait, elle disparaîtrait. Quelle malédiction! J'ai rien compris. Ah, tu es sûre que c'est un dessin animé pour enfants et pas du Philippe Cadic? Bah oui, bien sûr, pourquoi? Après, c'est sûr que l'histoire est un peu dure à résumer. Il y a beaucoup de quatrième mur brisé et de métafiction avec des personnages qui ont conscience d'être dans une histoire dont ils peinent à changer l'aboutissement. Mais le scénario des épisodes, au nombre de 26, permet la plupart du temps d'en apprendre plus sur les personnages et leurs motivations complexes, tout en développant une intrigue achevée. Au début de la série, un épisode type tourne autour d'un fragment du cœur de Muto qui lui permet de retrouver un de ses sentiments une fois que Princesse Tutu l'a récupéré. Mais on dépasse ce schéma assez rapidement, et le développement autour de cette quête est souvent intéressant. Princesse Tutu règle des problèmes d'autres personnages liés aux émotions du fragment de cœur, souvent dans le contexte de contes ou de ballets, mais avec des détails et une fin qui changent et en détournent le sens de façon intelligente et surprenante. À côté de ça, le casting principal est composé de personnages très charismatiques, intrigants, complexes et attachants. Et l'héroïne, Aïlu, sous ses allures de greluche maladroite, s'avère rapidement une héroïne très attachante. Ah bah ça a l'air très bien. Et techniquement au moins, c'est laid. On sent un budget assez limité, néanmoins, la réalisation est soignée et les musiques classiques, de Tchaïkovski à Satie, sont utilisées à très bon escient et donnent de l'ampleur à des scènes plutôt statiques. C'est un bon animé. Un excellent animé. Dépaysant, surprenant, intelligent et touchant. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Bon, qui aurait une autre Magical Girl à me proposer? J'aurais peut-être quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette voix, Monique? Quand vous avez fait tomber le capitaine dans l'espace, il y a eu un courant d'air et j'ai chopé froid. Et sur ma planète, au lieu d'un chat dans la gorge, on a un homme dans la gorge. Oh, hi! Donc je disais, j'ai aussi une Magical Girl à proposer. Madoka, de Puella Magi Madoka Magica, est un animé sorti en 2011 et un vrai succès critique et commercial. Sûrement à cause des scènes de transformation option gros plan sur les décolletés. Pas seulement. Cet animé reprend à première vue tous les éléments des Magical Girls classiques. On a la bestiole mignonne qui transforme les petites filles en Magical Girls, les costumes kitsch à froufrou, les scènes de transformation et les forces du mal. Mais là où la plupart des Magical Girls sont traitées sur un mode léger, même si certaines n'ont pas hésité à aborder des thématiques plus dramatiques comme Gigi, sous le citone, il y a une petite fille. Il en reste que du hachis, c'est toi Gigi. Madoka prend le parti de nous montrer les choses d'une façon plus crue. On met l'emphase sur les risques réels courus par une Magical Girl. Les ennemis sont atrocement angoissants, et les personnages sont souvent confrontés à de véritables dilemmes moraux, qui vont bien au-delà du classique « Il faut que je me relève pour sauver mes amis !» Dans le même genre, j'ai l'impression qu'on a les mêmes ambitions, la même volonté d'aller au bout des possibilités du genre abordé dans l'Attaque des Titans, avec le Nekketsu. On prend un concept basique et très codifié, et on nous montre ce que psychologiquement, les combats réguliers et autres menaces mortelles peuvent amener. Dans les deux cas, si les personnages sont assez archétypaux, leur évolution est réaliste et crédible, et leur psychologie vraiment travaillée.
Ces animés ne sombrent jamais dans le gore gratuit, subversif pour être subversif, comme l'a fait Elfenlied par exemple, avec le genre du moé. Non, non, non. Ça prend aux tripes, mais ça fait réfléchir. Donc, je suppose que cet animé aussi est bon. Plus que ça, c'est excellent. Le chara-design en apparence simple et mignon est en réalité extrêmement reconnaissable. Les scènes de combat sont le siège d'expérimentations graphiques ahurissantes, et la mise en scène des moments plus réalistes est extrêmement travaillée. Au niveau sonore aussi, la musique de l'incroyable Yuki Kajiura est une des OST les plus mémorables de ces dernières années. Elle nous piège avec des musiques d'ascenseur rumba typiques des tranches de vie pour mieux nous surprendre avec des chœurs triomphants, des morceaux mélancoliques pleins de clochettes, de violons qui pleurent. Le tout étant dominé par une espèce de mélange électro-celtique absolument envoûtant. Et pour ce qui est des représentations féminines, si on n'échappe pas au fanservice habituel, les héroïnes ont clairement l'ampleur et la stature de personnages mythologiques, avec les dilemmes moraux fondateurs des personnages de tragédie comme Oreste ou Antigone, le destin implacable d'un Oedipe, la force d'un héros Achille ou Héraclès, et l'aspect et les problèmes du quotidien d'une petite fille sur laquelle pèse déjà une forte pression sociale. リボンどっちかな。派手すぎない？それくらいでいいのさ。女は外見で舐められたら終わりだよ。 Si elles vivent dans un monde utopique, on a d'ailleurs quelques observations intéressantes sur la société japonaise contemporaine. Le père de Madoka est, par exemple, un homme au foyer, et sa mère un bourreau de travail, une inversion des rôles qui tend à devenir un véritable phénomène de société au Japon. La professeure de Madoka passe aussi ses cours à geindre sur son célibat, un vrai problème pour les femmes qui travaillent, car au Japon, la pression maritale est énorme pour éviter de finir fujoshi, fille pourrie. Sans oublier que Miki Sayaka craque après avoir entendu des mecs tenir un discours d'un sexisme ordinaire absolument insoutenable et, hélas, pas vraiment caricatural. 言い訳とかさせちゃダメっしょ。稼いできた分はきっちり全額貢がせないと。女ってバカだからさ、ちょっと金持たせとくとすぐくったらねえことに使っちまうからね。いやーほんと、女は人間扱いしちゃダメっすね。犬かなんかだと思ってしつけないとね。あいつもそれで喜んでるわけだし。顔殴るぞって脅せばまず大抵は黙りますもんね。ちょっと油断するとすぐつけやがって籍入れたいとか言い出すからさ、甘やかすの禁物よ。たくてめえみたいなキャバ嬢が10年後も同じ額稼げるかっての身の程。 Après, Kyubei sous-entend aussi que les jeunes filles ressentent plus d'émotions que les autres. Ce qui est un peu idiot, mais bon, c'est Kyubei. Et puis, on peut imaginer qu'il n'entend pas par là que les filles sont naturellement et de manière innée plus émotives, mais disons encouragées par des facteurs environnementaux. J'extrapole un peu. Je crois que vous n'avez pas vraiment compris ce que j'attends de vous. Je veux de la niaiserie, je veux des fleurs, des yeux qui brillent, des dentelles. Moi j'ai ça si vous voulez. Ah oui, vraiment. Allez-y, lundi. Je vous propose Utena, la fillette révolutionnaire sortie en 1997. Waouh, les visuels sont déjà prometteurs, hein. Ça déborde de paillettes. Et pour cause. Utena est un des animés les plus jusqu'au-boutistes que j'ai pu voir en matière d'esthétique. Ce n'est pas du shoujo, non, c'est du concentré de shoujo, de l'essence de shoujo. Tout n'est que courbe, arabesque, silhouettes longilignes, paillettes et grands yeux. Tout ça semble bien innocent, mais en réalité, cet animé regorge littéralement de symboles, notamment sexuels. Je veux dire, le but des duels qui ont lieu entre les personnages, c'est quand même de s'effeuiller la rose avec une épée. Si ça, c'est pas sexuel. Mortel. Je suis vraiment la seule à trouver ça sexuel. Oh non! Moi je suis d'accord! Eh bien, voilà qui n'est guère rassurant. Mais bon, le sexe n'est pas seulement symbolique dans cet animé, il est parfois carrément mis en scène, et les attirances et amours des personnages sont les moteurs essentiels de l'intrigue. Ah, c'est intéressant.
Et du coup, est-ce que c'est niais? Eh bien, disons que certains passages sont effectivement extrêmement shoujo, extrêmement extrêmes, et donc oui, un peu niais. Mais l'ensemble est tellement complexe et touffu qu'on ne peut guère le limiter à ça. C'est dû aux personnages qui, sans être tous des psychopathes en puissance, portent des fardeaux crédibles et extrêmement bien retranscrits. Et puis en toile de fond pour les romances, on a aussi des mystères auxquels se raccrocher. Et s'il semble très abstrait avec cette histoire d'apocalypse, c'est que l'histoire mixe dans un ensemble assez étrange des choses purement symboliques et d'autres éléments très concrets. On a l'impression que l'école, qui a pourtant déjà un design improbable, avec ses arches gigantesques et ses jardins verdoyants, et l'espace du réel, et la forêt avec son immense escalier et sa stature céleste, l'espace métaphorique où ont lieu les duels qui sont marqués par le tintement de cette séparation nette, espace métaphorique et espace concret se mêlent. Le réel est également un lieu de mise en scène, avec les commentatrices de l'histoire, les filles de l'ombre, qui jouent le rôle du chœur grec, tout en rendant un hommage visuel au théâtre d'ombre. Et le symbolique est aussi l'espace où les personnages comprennent la réalité, accèdent à une vérité tangible à travers des duels révélateurs. Ils font donc des allées-venues entre les deux espaces et ne pourraient pas vivre en se limitant à un seul lieu. On a aussi toute la symbolique des clés, des sceaux, des portails. En réalité, tout l'animé tourne autour de cette thématique, le passage. En l'occurrence, à l'âge adulte. D'accord. Vous aussi, vous êtes sûr que c'est une Magical Girl? On ne pourrait limiter cet animé à ce seul genre. Utena est en vérité un ovni. Un ovni dense, un ovni compliqué à aborder et à décrypter. Mais un ovni absolument fascinant et inoubliable, si l'on prend le temps de vraiment se pencher dessus. Il est également très subversif dans son traitement du genre. En effet, Utena ne rêve pas d'être l'épouse parfaite d'un bellâtre. Elle veut être un prince héroïque et noble en suivant l'exemple de celui qu'elle a rencontré et dont elle n'est pas tombée amoureuse, mais qu'elle a voulu imiter. Elle a autant de succès auprès des filles que les bichis du conseil des élèves, et sa relation avec Enti est évidemment fortement connotée. Le réalisateur de la série, Kunihiko Ikuhara, qui a également travaillé sur Sailor Moon, a un certain goût pour le yuri, l'homosexualité féminine, et l'explique d'une façon très intéressante. Si j'ai un garçon dans la série, la relation amoureuse va avoir un plus grand rôle que le reste. Et ça pourrait être un élément intéressant, mais je ne voudrais pas que cette relation prenne le dessus sur le reste de la série. La plupart des autres shoujo vont dans cette direction. Le sujet c'est qui va se mettre avec qui et qui va rompre avec qui. Je pense que c'est une grande perte de faire de ça le motif principal, juste parce que le protagoniste est une fille. Je pense qu'il faudrait qu'on ait plus de séries avec d'autres sujets. Sans aller donc jusqu'à dire que les relations hétérosexuelles impliquent nécessairement une domination, au cas par cas, certainement pas, et que les relations entre femmes sont plus pures, ce qu'on l'accuse parfois de chercher à dire, Kunihiko Ikuhara met quand même en évidence une tendance du shoujo qui m'exaspère. Limiter l'existence, les rêves et les ambitions d'une héroïne à un homme. Bref, si dans Sailor Moon on n'échappe pas au cliché de l'héroïne dépendante d'un héros bien plus capable qu'elle et qui tire la couverture à lui, dans Utena, les filles, et globalement les individus, doivent avant tout compter sur eux-mêmes pour s'en sortir. Il y a de la solidarité et de l'amour, bien entendu, mais jamais cette ignoble dépendance servile qu'on croise encore aujourd'hui dans tant d'œuvres destinées aux filles. L'évolution du personnage d'Enti, la fiancée de la Rose, qui est l'enjeu des duels entre les étudiants du conseil des élèves, est un exemple parfait de cette dynamique. Progressivement, elle va abandonner son rôle d'épouse parfaite et sa dépendance aux autres pour devenir elle-même. Et c'est là un magnifique message vraiment inspirant. Ok, et une Magical Girl au concept hyper original, une Magical Girl qui va au bout des possibilités de son genre, une Magical Girl qui dépasse son genre. Je crois qu'on ne s'est définitivement pas comprise. Bon, et du coup, le robot débile, il va me présenter un autre chef-d'œuvre pour m'achever. J'ai une idée. Ah oui? Tu me sauves la vie. Explique-moi. Ah bien, je pensais à Panty et Stocking. C'est une série assez délirante qui est visuellement un hommage aux cartoons des années 90, comme Johnny Bravo, le laboratoire de Dexter ou les Super Nanas. L'ensemble de la série est bourré de parodies et de références au cinéma de genre américain, mais aussi à certaines kitscheries japonaises comme les mechas, les sentai et bien entendu les Magical Girls.
Genre dans lequel on peut classer la série puisqu'elle suit les aventures de deux jeunes filles magiques, les anges Panty et Stocking, c'est-à-dire culotte et bas. Cette série, c'est avant tout un style graphique hors norme, une réalisation étudiée et stylisée avec des expérimentations graphiques dans tous les sens et une musique très marquante. La forme passe donc avant le fond qui, il faut l'admettre, baigne dans la merde, le vomi et le crotte de nez. Humour pipi caca, hein. Néanmoins, la série ne se limite pas à ça, et on peut trouver beaucoup de bons côtés à ces deux anti-héroïnes décomplexantes. Hélas, si Panty et Stocking sont très populaires parmi les cosplayeuses, et donc que, quelque part, on peut les voir comme exemplaires et attachantes, j'ai lu plusieurs critiques qui qualifiaient les héroïnes de pétasses, salopes ou putes, bref qui utilisaient des insultes qui tendent à rabaisser les femmes pour leur sexualité. Panty et Stocking, oui, sont sexuels. Au lieu d'avoir un hypocrite fanservice avec une transformation en magical girl émoustillante, mais où l'héroïne reste chaste et pure, les transformations des deux anges, c'est de la pole dance. Et Panty est une nymphomane qui enchaîne les hommes, exige des orgasmes et dont le cauchemar n'est pas de perdre une précieuse virginité, mais au contraire de la retrouver. Elle est donc très active dans sa sexualité, et c'est peut-être ça qui fait peur. Cette émancipation qui passe par le sexe est évidemment critiquable car elle va dans le sens de notre société hyper sexualisée, de même que le gimmick de Stocking, bas frais et se goinfrer, ne s'éloigne pas tant que ça des attributions féminines liées à la nourriture, à la douceur, au foyer. Il y a qu'à voir tout le titre des magazines shoujo liés à la bouffe. Néanmoins, si Panty et Stocking suivent ce que la société tend à imposer aux femmes comme centre d'intérêt, à savoir les hommes et la nourriture, elles y vont avec excès, et c'est à mon avis de là que vient le qualificatif de pétasse. Et c'est en ça que leur attitude peut être perçue comme émancipatrice et subversive. Elles font les choses par choix et s'y vouent avec passion jusqu'au trop. Une femme excessive, c'est mal vu par la société. Une femme qui crie, qui s'impose, qui s'habille trop sexy ou au contraire de façon trop austère. Une femme qui mange trop, une femme qui se prive trop de nourriture, ou une femme qui l'ouvre tout simplement. Panty et Stocking sont tout ça à la fois et c'est pour ça qu'elles ont un côté extrêmement jouissif. Elles sont fortes et bourrines comme des expendables tout en osant jouir de l'existence, c'est assez décomplexant, non? À côté, la voix de la raison est un garçon, l'adorable Brief qui rêve de vrais sentiments et a le sens du devoir contrairement aux deux anges. J'aime beaucoup ce personnage aussi parce qu'il contribue à inverser les clichés. Là où on imagine souvent les hommes comme des bêtes de sexe instables, c'est un garçon qui rêve de sentiments amoureux et de stabilité alors que les filles enchaînent les conquêtes. Il est aussi l'opposé du nice guy, vous savez ce type qui est gentil avec une fille et se plaint ensuite qu'elle ne couche pas avec lui. Faut-il rappeler que qu'importe les circonstances, une fille ne doit jamais du sexe à un garçon. Et la gentillesse, c'est gratuit en théorie. Mais donc, Brief ne geint pas quand Panty ne répond pas à ses avances. Il en rêve et il finira par coucher avec elle, mais quand il couche, c'est clair que ce n'est pas une récompense pour sa gentillesse intéressée. Non, Panty voudra bien coucher avec lui, parce qu'elle en aura envie à ce moment-là. Bah quoi, Mérule? Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de me parler de ces séries? Rappelle-moi! Pour voir laquelle on disséquera vraiment pendant la grande démonstration publique que tu feras du vaginarium et qui sera retransmise à travers toute la galaxie. Et tu peux me dire ce qui fait une bonne dissection? Le fait qu'une série soit très nulle, ou très niaise, ou les deux. Bien, tu as compris. Alors pourquoi est-ce que tu t'acharnes à me présenter des bonnes séries si tu sais très bien que ce n'est pas ce que j'attends de toi, espèce de crétine? Eh, ne me frappe pas, Mérule, sinon j'appelle la SPC. La quoi? La Société Protectrice des Chimères. Eh oui, c'est pas parce que je suis une chatte démoniaque qui cicatrise instantanément que tu as le droit de me traiter en punching ball. Mais c'était de la bagarre cartoonesque, voyons. Il y avait même des bruits de ressort. Peut-être, mais ça marche pas comme ça. Mais je pensais que ça te faisait plaisir aussi. Plaisir? Mais t'es malade. En quoi ça me ferait plaisir que tu me frappes? Je ne sais pas. J'étais perdue. Tout à ma haine de Pralinus. J'ai oublié qu'il existait aussi de l'amour. Pardonne-moi, Kilo en trop. Je t'ai causé tant de souffrance. Ce n'est pas grave, Mérule. Je te pardonne. BFF? BFF forever. Bon, en attendant, il faut toujours qu'on trouve une niaiserie. Q0, tiens, vous êtes programmé pour faire ce qu'on attend de vous, non? Exact, ce qui ne veut pas dire que je suis un robot. En ce cas, quelle niaiserie auriez-vous à me conseiller pour une belle dissection publique afin d'impressionner tout le monde sans pour autant faire d'overdose de pralinol? Un instant. Statistiquement, Twilight serait parfait. Twilight? Oh non. Quelle horreur! Twilight. Ah.
Dans le vaginarium du docteur. Sont analysées toutes les niaiseries Mais le docteur fait vite une overdose. et vomit des Barbie Tout explose en rose, et mauve. guimauve, Pauvre docteur.